Pour en parler avec nous de ce remaniement, Benjamin Morel, politologue, maître de conférences en droit public à l'université de Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce remaniement? Est-ce qu'il y a là des noms qui vous surprennent ou est-ce que finalement c'est la suite logique d'un recentrage autour du dernier carré, autour du projet d'Emmanuel Macron? Oui, c'est ça. C'est un remaniement de confort, je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait des ministres qui très clairement embêtaient Emmanuel Macron pour des raisons de ligne, pour des raisons également de perspective, de maîtrise de leur ministère. Donc, qui, au milieu de l'été, après le 14 juillet, là où la plupart des Français n'ont pas grand-chose à faire de la politique et pensent plutôt à la plage et au cocktail, eh bien, vous les faites disparaître du casting. De l'autre côté, il y a besoin aujourd'hui de bétonner la majorité parlementaire, il y a besoin de donner des gages à un certain nombre de courants de la majorité. Vous faites monter quelques parlementaires, vous donnez quelques ministères clés à quelques fidèles, et donc vous solidifiez votre mécanisme gouvernemental, mais ne nous l'aurons pas. Vous le solidifiez de manière très défensive en réalité, parce que, comme vous l'avez bien évoqué, en fait, les temps où la Macronie allait braquer sur les terres de la société civile, de la droite, de la gauche, pour tenter d'élargir une majorité et d'avancer, ces temps-là semblent terminés. Aujourd'hui, on a un syndrome plus additionnel. Il s'agit de conserver ce que l'on a, tant en termes parlementaires qu'en termes électoraux. Il y a quand même des personnalités de la société civile, certes députées, mais je pense à Sabrina Agresti-Roubache à Marseille, par exemple, qui va sans doute remplacer Marlène Schiappa dans le rôle de un peu Madame Sans Gêne pour être la branche populaire de ce gouvernement, non ? Oui, mais là encore une fois, on fait monter des députés, des politiques avec un objectif. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, si vous avez une situation qui est problématique pour le président de la République, c'est pas eu égard à sa cote dans l'opinion ou de ses rapports conflictuels ou pas avec Elisabeth Borne. Son problème majeur, c'est qu'il n'a pas de majorité parlementaire. Ouais. Et non seulement il n'a pas de majorité parlementaire, cette majorité est relative, mais elle est également explosée façon puzzle. Souvenez-vous, lors de l'avant-dernière motion de censure, les députés Renaissance n'étaient pas là. Alors certes, ils ne votent pas pour une motion de censure, mais c'est la première fois sous la Ve République que vous avez une première ministre seule face à l'opposition. Donc la majorité est aujourd'hui extrêmement fragilisée, en plus d'être relative. D'où le fait que, eh bien, au moins solidifier ça, se replier sur un carton fidèle, reprendre en main le groupe. Je crois qu'il y a un vrai commentaire à avoir, notamment sur la montée au gouvernement d'Aurore Berger. Ouais. Ça lui fait plaisir, mais elle perd en pouvoir en réalité. Oui, puisqu'elle avait la main sur le groupe parlementaire, et là, elle va être simplement ministre à la solidarité, avec une feuille de route déjà tracée en réalité. Oui, enfin, disons, elle rêvait d'un Marocain depuis un certain temps, mais elle avait beaucoup de pouvoir en tant que présidente de groupe. Et elle avait été imposée par le groupe à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'en voulait pas il y a un an. Donc, on aura sans doute Sylvain Maillard à la tête du groupe. On a quand même une reprise en main du groupe parlementaire. Et paradoxalement, ça montre beaucoup de faiblesses, notamment du point de vue de l'Assemblée. Ouais. Et que penser aussi du choix de l'ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, nommé à la santé en remplacement de François Braun? Pourquoi un choix tel que celui-là? C'est encore là un recadrage, un resserrage? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, encore comprenons-nous bien, malgré ce que dit Emmanuel Macron, on vote pas beaucoup de lois. On vote pas beaucoup de lois, tout bêtement. On en vote en nombre relativement raisonnable, mais ce sont des petites lois, ce sont des lois anecdotiques, tout bêtement parce qu'encore une fois, il n'y a pas de majorité. Donc quand vous ne pouvez pas voter de lois importantes, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il faut agir par voie réglementaire. Il faut agir dans le cadre de l'administration qui est celle des ministères. Donc vous devez tenir au ministère. Vous devez avoir des gens qui savent maîtriser ces ministères, qui connaissent les leviers et qui donc, sur les grands projets esquissés par Emmanuel Macron, qui sont des projets de services publics, éducation, santé, police, etc., il faut réellement avoir des gens qui maîtrisent leur administration. Ce qui n'était pas le cas de Papendaï, par exemple. Oui. Ce qui n'était pas le cas également de François Braun. Donc là, on a une reprise en main par des gens qui n'ont pas forcément une grande cote dans l'opinion, qui sont pour certains, notamment assez inconnus, mais qui malgré tout connaissent les rouages et donc vont pouvoir agir, vont pouvoir réellement avoir les leviers. Donc c'est un gouvernement finalement moins politique d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a une radicalisation aussi du projet? Il parlait de marche forcée, d'été difficile, de paysage politique français qui va devenir encore plus complexe. Est-ce qu'il se prépare finalement à des combats? Est-ce qu'il y a là la préparation peut-être d'une dissolution à venir de l'Assemblée nationale ou ce genre de projet? Pour l'instant, je crois qu'il a mis un petit peu à vue. C'est-à-dire que, encore une fois, le président de la Ve République n'a pas beaucoup de pouvoir en réalité, en droit.
si on regarde simplement ses pouvoirs réels. Il a de pouvoir que parce qu'il a une majorité parlementaire. Or là, il n'en a pas. Donc il cherche à étendre de façon systématique tous les domaines de son pouvoir. Et pour arriver à le faire, il a besoin d'un contrôle assez sérieux, justement, de l'administration, du gouvernement. Il a besoin parfois de tordre les procédures. Ce qu'on a vu sur l'article 40, sur l'article 47-1, toutes ces manœuvres constitutionnelles qu'on a abondamment commentées au premier semestre, ça vient de ça. Il est contraint à être dans les guéguerres procédurales. Donc les bras de fer, ils sont là aujourd'hui. Quant à une dissolution, si vous regardez les enquêtes d'opinion, si vous regardez les élections partielles, etc., la réalité, c'est que vous avez une tripolarisation de la vie politique aujourd'hui et que vous avez très peu de porosité entre les trois grands blocs électoraux. Donc une dissolution, a priori, aujourd'hui, donnerait à peu près des résultats, voire même pour lui des résultats pires. Il est possible qu'il y ait une majorité absolue NUP-RN, les deux ne pouvant évidemment pas gouverner ensemble. Ça fait que là, toute motion de censure peut passer et qu'on rentre dans une crise qui devient une crise politique extrêmement aiguë. Donc il n'a pas intérêt à dissoudre à ce stade-là, sauf s'il y a une dissolution de la NUP. Auquel cas, en effet, les circos qui sont aujourd'hui des fiefs pour la gauche pourraient devenir prenables par la majorité, et là, il aura un coup politique à jouer. En attendant, pour l'instant, et sauf changement du climat politique, c'est toujours possible, il ne faut pas la perspective d'une dissolution. Mais il y a aussi sur l'extension du pouvoir exécutif, au-delà du remaniement ministériel, il y a eu très récemment la nomination d'une cinquantaine de nouveaux préfets, du jamais vu dans l'histoire de la 5e, tant l'amplitude des mouvements dans la préfectorale ont bougé, avec là encore le choix d'éclater le corps préfectoral et de faire rentrer des proches ou des profils qui n'ont pas le profil de préfet de manière classique. C'est un point extrêmement important. Je crois qu'on sous-estime assez largement l'effet de la réforme de la haute administration qui a été voulue par Emmanuel Macron à la fin du précédent quinquennat, avec notamment l'explosion du corps préfectoral, mais également du corps diplomatique. On s'est tous concentrés sur la fausse suppression de l'ENA, sa transformation en INSP, mais en fait, c'est ça, la vraie révolution. Et là, vous avez en effet une haute administration qui risque d'être moins compétente. Or, souvenez-vous que, comme les préfets qui ont fait tenir le pays lors du premier confinement, et de l'autre côté, beaucoup plus dans les mains de l'exécutif. Et donc, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. On a un président qui est impotent d'un point de vue parlementaire. En règle générale, quand on pense au bilan d'une majorité, on regarde le nombre de lois votées. Là, il ne va pas falloir réagir comme ça. Le bilan de la majorité, c'est ce qu'elle va tenter de faire à côté de la loi, justement. Et donc, pour ça, il faut arriver à bien maîtriser l'administration, à ce que l'administration vous mange dans la main, et évidemment, tout ça, il concourt. Et sur le choix de reconduire Elisabeth Borne, il parlait, le président de la République, d'un choix fort à assumer, de la continuité, de l'efficacité. Est-ce que c'est pas finalement un sursis aussi de voir quel va être le bilan de cette nouvelle équipe, et aussi un choix par défaut? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est un choix par défaut parce que la réalité, c'est que Elisabeth Borne n'est peut-être pas la première ministre parfaite, mais y en a-t-il de meilleurs aujourd'hui? C'est-à-dire que, encore une fois, j'y reviens, je suis un peu monomaniaque, mais le principal problème qu'il a, c'est pas de majorité parlementaire. Un bon Premier ministre serait quelqu'un qui, évidemment, ne lui ferait pas de l'ombre, etc., les trucs classiques, mais surtout qui arriverait à élargir cette majorité. Et l'élargir à qui? La NUP est bétonnée, Lyotte est clairement aujourd'hui dans l'opposition. Quant à LR, tout le principe de la réforme des retraites, c'était justement d'acheter LR en passant la réforme de l'âge de 65 à 64 ans pour toper avec Ciotti et avec Marlex. On a vu le résultat. Le groupe est trop divisé, le groupe est trop distendu, c'est 60 individualités, beaucoup plus qu'une cohésion de groupe. Donc viser avec LR, mais en réalité pas réellement possible. Donc élargir la majorité aujourd'hui, c'est compliqué. De l'autre côté, si jamais vous avez potentiellement une gauche de la majorité qui se détache, les Sacha Houlié, voire le Modem, etc., c'est également compliqué. Donc on ne peut pas nommer un Premier ministre plus à droite. Donc Elisabeth Borne, avec tous ses défauts, est malgré tout aujourd'hui en capacité de tenir ce qu'il reste de la Macronie, de tenir cette majorité relative. Et ça, actuellement, il n'y a pas de meilleur profil pour le faire. En tout cas, on n'en voit pas. De l'autre côté, par rapport à ce que vous évoquiez, en effet, vous ne sacrifiez pas un Premier ministre qui tient à peu près la barque avant l'automne. Et je rappelle que l'automne, c'est la saison budgétaire. C'est pour pas passer vos budgets. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense, quoi qu'il se passe, il y aura des 49 alinéas 3. Donc s'il doit y avoir un vrai remaniement, probablement on l'attend plutôt à l'hiver. Ce sera à ce moment-là. Et alors d'ailleurs, on va parler des immuables, ceux qui n'ont pas bougé, Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Le seul qui m'étonne finalement dans ce mouvement de chaise musicale, c'est Gabriel Attal qui passe de Bercy, du budget, un poste important quand même, à l'éducation nationale.
Oui, alors ça montre en réalité deux choses. Ça permet à la fois, encore une fois, de faire monter des parlementaires. C'est l'un des angles d'analyse importants pour moi, notamment Cazeneuve. Et de l'autre côté, on a un ministère important. On a un ministère difficile et on a un ministère qui va être prioritaire. Donc il faut le tenir. Il faut le tenir avec quelqu'un qui, à la fois, a les compétences de manière technocratique. De tenir une administration, c'est pas de tenir le sujet sur le fond. Ça n'a pas réellement d'importance en réalité. Il faut tout bêtement tenir son administration. Celle de l'éducation nationale est compliquée à tenir. Et de l'autre côté, il faut surtout un fidèle. Et là, évidemment, aujourd'hui, si vous allez chercher parmi les réels fidèles d'Emmanuel Macron, eh bien, il y en a plus tant que ça. Et Gabriel Attal en fait partie. Ouais. Alors, et justement, ces nominations, qu'est-ce qu'elles disent en fait des priorités vous parliez justement des nouvelles priorités. On a vu un retour de l'autorité, le régalien, l'éducation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont évidentes ? La réalité, c'est que non. Tout bêtement, pour une raison simple, et là encore une fois, je me demande juriste, mais qu'est-ce que vous voulez réformer sans faire voter de grandes lois? En réalité, pas grand-chose, sauf les services publics. Parce que les services publics dépendent pour beaucoup du pouvoir réglementaire. Et donc, c'est un jeu de communication assez intelligent d'Emmanuel Macron. Il priorise et il met en avant, comme étant des priorités, ce sur quoi il peut avoir une marge de manœuvre réelle. Et donc, ce faisant, en effet, il va pouvoir agir de manière souhaitable ou non souhaitable, ça ensuite on verra, mais en revanche il va pouvoir agir sur ces priorités-là. Les autres sujets qui pourraient être des sujets de réforme en profondeur, aujourd'hui il a très très peu de marge de manœuvre. Prenez la fameuse loi immigration, ça doit être la priorité de l'automne dernier, on a des résultats, ça doit être la priorité du printemps après la réforme des retraites. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'utilisait pas le 49 alinéa 3 à l'origine sur la réforme des retraites, parce que ensuite on est passé par PLFSS, ça doit être la priorité de l'automne suivant. Ça va vous dire que les chances que ça passe étant relativement limitées, on va plutôt avoir envie de se concentrer sur des sujets sur lesquels l'exécutif va pouvoir montrer qu'il a la main. À la main. Merci beaucoup Benjamin Morel, politologue, maître de conférence à Panthéon-Assas, d'avoir été avec nous pour parler de ce remaniement.